Ce qui s'est passé en 2008 changera le monde à jamais. 2008, c'est l'année de l'élection de Obama ou encore des JO de Pékin, mais 2008, c'est surtout l'année de la crise des subprimes, marquée par la faillite d'une des plus grandes banques américaines, Lehman Brothers. Cette crise mondiale a touché tout le monde, de la banque américaine à l'entreprise allemande, en passant par les foyers français. Pourtant, peu de personnes savent réellement ce qui s'est passé. Peu de personnes savent que les banques ont consciemment et volontairement fait n'importe quoi. Et si je vous disais que cette crise était prévisible? La crise de 2008 affecte encore notre présent et a amené le monde de l'investissement à se questionner sur ses décisions. Quelles leçons pouvons-nous tirer de 2008? Comment les banques ont-elles créé leurs propres démons? Et pourquoi la peur des particuliers envers la bourse est-elle autant répandue encore aujourd'hui? La crise de 2008 ne s'est pas créée du jour au lendemain. Notre histoire commence en réalité en 1990 aux États-Unis. À cette époque, la Banque centrale américaine avait mis en place une politique financière plutôt légère. Pour faire simple, elle maintenait des taux d'intérêt très bas pour permettre à sa population et ses entreprises de s'endetter à bas coût. Tout ça servait simplement à dynamiser son économie. Avec tous ces crédits, la Banque centrale américaine a donc inondé le marché de liquidités, ce qui, normalement, aurait dû créer de l'inflation. Comme tout allait bien, les autorités de l'époque ont pensé que la politique financière en vigueur était bonne, que l'économie était en bonne santé, car il n'y avait pas d'inflation. Sauf que ce que tout le monde avait sous-estimé à ce moment-là, ce sont les pays émergents. En réalité, l'inflation n'a pas augmenté parce qu'entre les années 1990 et 2000, les pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, exportaient énormément de marchandises vers les États-Unis. Et comme les Américains consommaient beaucoup de produits chinois et indiens, ces pays ont donc collecté beaucoup de dollars qui sont donc sortis des États-Unis, empêchant donc l'explosion de l'inflation. Mais pendant que la Banque centrale américaine pensait que tout allait bien, les ménages continuaient à s'endetter de plus en plus. Et les personnes les plus pauvres ne pouvant pas accéder aux crédits classiques, dits prime, ils se sont endettés avec des crédits plus dangereux, qui donneront leur nom à la crise, les crédits subprime. La particularité de ces crédits, c'est que les taux étaient très faibles durant les premières années, puis ils augmentaient selon l'évolution des taux de la Banque centrale américaine. Et c'est là que tout a basculé. Entre 2004 et 2006, les taux de la Banque centrale américaine sont passés de 1% à 5%. Les mensualités de crédit de millions d'Américains augmentent de plus en plus, ils ne peuvent plus payer, leurs biens sont saisis, et le krach de 2008 approche. Pour bien comprendre à quel point ce qui va suivre a été impactant, dites-vous qu'encore aujourd'hui, il reste des stigmates de la crise de 2008, 16 ans après. La France a dû fortement s'endetter pour préserver son système économique et le niveau de vie des Français, impactant sa balance budgétaire à jamais. Le marché financier français, le CAC 40, n'a retrouvé son niveau d'avant le krach de 2008 qu'en 2019. Juste avant une autre crise mondiale qui enfoncera le pieu du déficit budgétaire français, le Covid. Encore aujourd'hui, le spectre de 2008 est présent dans les esprits. Beaucoup de gens refusent d'investir sur les marchés par peur de perdre leur économie d'une vie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce qu'une autre question se pose. Comment une crise immobilière a-t-elle pu devenir une crise financière? Un seul mot, titrisation. Mais qu'est-ce que c'est? La titrisation est un instrument financier permettant aux banques de regrouper plein de prêts immobiliers pour les mettre dans ce qu'on appelle les fonds communs de créance, les FCC. Ces fonds étaient ensuite lancés sur les marchés financiers où ils pouvaient être échangés aussi facilement que des actions. Si on récapitule, un investisseur pouvait donc investir dans des fonds qui détenaient des titres qui eux-mêmes regroupaient plusieurs prêts bancaires. Mais vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt dans tout ça? Eh bien, en titrisant des crédits, les banques faisaient sortir des prêts de leur bilan comptable. Ça signifie qu'au niveau comptable, ces dettes n'existaient plus. Elles pouvaient donc le remplir à nouveau avec des nouveaux crédits qu'elles pouvaient accorder à de nouveaux clients. Et dès qu'elles estimaient avoir trop de prêts, elles les titrisaient et les envoyaient sur le marché encore et encore. Dans ce cas, qui aurait été assez fou pour acheter ces titres financiers douteux? Eh bien, tout le monde. Parce que ces fonds étaient tellement opaques que les investisseurs se focalisaient sur les prêts de bonne qualité à l'intérieur, qui était la face visible de ces fonds FCC. La face visible d'un iceberg très profond. Le problème, des prêts de qualité avec un créditeur fiable, il n'y en a pas des milliers. Mais comme les banques créaient des prêts ultra douteux tous les jours, quand elles créaient de nouveaux FCC, les fonds dont on parlait, elles incorporaient de plus en plus d'emprunts douteux à l'intérieur. Et comme les marchés financiers se sont internationalisés pendant plusieurs années, ces fonds ont été achetés par des investisseurs du monde entier. Vous vous en doutez, ce qui devait arriver arriva. Avec l'augmentation des mensualités de crédit due à l'augmentation des taux d'intérêt, de plus en plus d'Américains ne pouvant plus payer, les prêts douteux commencèrent à faire défaut, un par un,
Et comme une réaction en chaîne, les fonds en question qui détenaient ces crédits se sont effondrés les uns après les autres. Avec des pratiques pareilles durant des années, il est normal qu'une peur des marchés financiers émerge dans l'esprit des particuliers, comme vous et moi. C'est la naissance de stéréotypes comme « éviter la bourse, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain » et ça n'a rien d'étonnant. Pourtant, c'est tout de même à relativiser. En investissement, plus vous chercherez une rentabilité élevée, plus vous devrez prendre un risque élevé. Ces deux éléments sont toujours liés. Dans le cas des subprimes, c'est le risque de ces fonds qui était mal évalué. Le risque semblait très faible pour un rendement élevé sur un produit qui était en fin de compte totalement opaque. Dans ce cas, ne connaissant pas les réelles caractéristiques du produit, les investisseurs auraient dû y mettre de faibles sommes d'argent. Parce qu'en réalité, le risque ce n'est pas est-ce qu'il faut investir ou non. Il faut bien comprendre que le risque, c'est une échelle de capital à investir. Je m'explique. Si je vous dis d'investir 100 000 € sur le Bitcoin, vous me direz sûrement que c'est trop risqué. Et vous refuserez mon offre. Par contre, si je vous dis d'y investir 100 €, ça devient tout de suite beaucoup plus abordable. Le risque semble plus faible. En réalité, le risque est identique, vous l'aurez compris. Ce qui change, c'est le capital que vous pouvez vous permettre d'allouer au Bitcoin. Le risque, c'est donc une pyramide. À sa base, vous avez des produits peu risqués et donc peu rémunérateurs. Ce qu'on peut appeler votre épargne de précaution. Et plus vous montez, plus vous prenez de risques. Niveau après niveau, en réduisant à chaque fois le capital à investir. Ça, c'est vraiment l'aspect risque d'un investissement. Maintenant, outre le fait que les actions soient justifiables au niveau du risque, elles le sont dans le temps, parce que retenez bien que le temps est toujours rémunérateur. En fait, dites-vous que même la personne qui a investi au pire moment, juste avant le krach de 2008, a aujourd'hui largement rentabilisé son investissement suite à l'évolution économique. Donc imaginez ceux qui ont acheté alors que les marchés étaient au plus bas, ou même ceux qui investissent aujourd'hui dans une situation économique stable. Ils sont d'autant plus rentables. En réalité, vous avez tout à gagner à investir dès maintenant dans une stratégie à long terme, que ce soit sur de l'immobilier ou sur le plan financier. Le temps est votre meilleur allié en matière d'investissement. La crise de 2008 le montre bien. C'est lui qui vous assurera les meilleures chances de réussite. Pour vous donner un exemple concret, le principal indice financier français, le CAC 40, a été créé en 1987. Entre sa création et aujourd'hui, il a offert une rentabilité moyenne de 5,9% par an. Et ce, malgré la crise de la bulle Internet, celle de subprime ou encore celle du Covid. À moins d'une catastrophe inouïe qui viendrait détruire l'humanité, vous en sortirez toujours gagnant sur le long terme. En sachant ça, il convient plutôt de nous tourner vers des adages plus positifs. N'oubliez jamais que de toute façon, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pour passer le pas, il existe un large panel d'investissements disponibles. Que ce soit sur l'immobilier, avec des placements traditionnels, comme un appartement ou un local commercial, ou bien sur des aspects clés en main, comme la SCPI. Il en est de même pour les placements financiers. Vous avez tout un spectre allant des produits les plus sécurisés, comme l'assurance vie en fonds euros, jusqu'à des produits très risqués, comme le capital innovation. L'important, c'est d'être bien accompagné au fil du temps, afin d'avoir une stratégie établie qui évoluera avec vous. C'est en ce sens qu'en tant que conseiller en investissement agréé par l'Orias, je vous propose de faire un point ensemble de votre situation afin de créer la stratégie sur mesure qui répondra à vos objectifs. En ce moment, l'audit est justement offert via le lien en description. Je vous dis à très bientôt.